Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette première émission d'Étonnant Non. Je suis Hamada Zaitoun, votre présentatrice, et je suis ravie de vous accueillir sur les ondes de Radio Campus Tours. Pour ce premier épisode, nous allons prolonger au cœur de la pensée de Leibniz et interroger la notion de matière. Pour aborder ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités exceptionnels. J'accueille tout d'abord Lénie Missassou-Makele, étudiant en première année de licence. Bonjour Lénie. Bonjour, je me Lénie. permets une petite correction, c'est Missamou Makela, mon nom de famille. Ok, pardon. Alors Lénie, vous êtes passionnée de philosophie moderne et vous êtes particulièrement attentif aux questions que soulèvent Descartes et sa métaphysique. Votre regard sera donc essentiel car les problèmes que nous allons soulever avec Leibniz sont en grande partie une réponse aux thématiques posées par Descartes au XVIIe siècle. Donc merci d'être là. Et j'ai aussi le plaisir de recevoir Arthur Caillé, doctorant en philosophie à l'Université de Paris-Nanterre. Bonjour. Bonjour, alors que je suis inscrit à l'Université de Rennes également et j'enseigne également à l'Université de Tours. Donc voilà, merci pour l'invitation. Et oui, donc je souhaitais peut-être éventuellement, je souhaitais également présenter mon sujet de thèse, donc Leibniz c'est la matière. Donc je travaille sous la direction des professeurs Jean-Christophe Bardou et Anne Liseré. Voilà. Et voilà, je remercie l'association Kairos pour l'invitation. Donc je remercie les deux autres personnes, donc Zaitoun et Lénie, pour avoir accepté de discuter avec moi de ce sujet-là pour cette émission. Et je remercie également Radio Campus pour l'accueil, ainsi que l'ensemble des personnes qui ont participé à la réalisation de cette émission. Donc bonjour. Bonjour. Arthur, votre travail s'inscrit au cœur de la pensée leibnizienne et interroge la notion de matière, prise entre son statut phénoménal et son principe de passivité métaphysique. Que pouvez-vous nous dire sur ce sujet ? Je vais d'abord commencer par vous présenter les enjeux généraux. Donc la question générale que mon sujet permet de traiter, ou plutôt l'une des questions générales, c'est celui de la réalité des corps. Alors, si vous me permettez, je vais commencer par poser une question dite populaire dans laquelle pourrait s'inscrire mon sujet. C'est tout simplement l'exemple du rêve. Qu'est-ce qui nous indique que toute notre vie ne serait pas qu'un simple rêve bien structuré ? Qu'est-ce qui différencie l'expérience que nous vivons à l'état éveillé, à l'état vigile, d'un simple rêve ? Par exemple, cette pièce qui m'entoure, ça peut très bien être l'image d'un rêve. Il m'est déjà arrivé de faire irruption dans un bâtiment, dans un de mes rêves, mais ce bâtiment n'existait que dans mon rêve, que dans mon esprit, et pas à l'extérieur. Je voyais ce bâtiment, j'en avais des sensations, mais le bâtiment lui-même n'existait pas. Donc qu'est-ce qui différencie la vision que j'ai de cette pièce, de ce studio de Radio Campus, de la vision que je pourrais avoir en rêve ? Alors, quand même, quand on rêve, il n'y a pas cette structure qu'on a dans le réel. C'est quand même plus chaotique. Et quand on rêve, on n'a pas le toucher. On est moins présent à ses perceptions. Ouais, en effet, mais dans tous les cas, ça reste quand même un critère qui reste interne à la sensation, à la perception sensible. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que Leibniz constate par lui-même. C'est-à-dire que l'expérience qu'on a à l'état de veille ou à l'état vigile est plus congruente, si vous me passez l'expression, enfin pour résumer en un mot, plus cohérente, elle a plus de vivacité que celle qu'on a en dormant. C'est-à-dire, vous avez dit par exemple le toucher ou encore la cohérence des sensations, c'est des choses qu'on n'a pas en rêve. Mais pour répondre à votre objection, je vous dirais que rien n'empêche que depuis notre naissance, notre vie ne soit qu'un long rêve, qui se caractériserait par sa plus grande richesse, par sa plus grande longueur, et également par sa plus grande structuration. Alors, j'espère bien évidemment que c'est pas ce que vous imaginez, c'est pas une question que vous posez continuellement, mais c'est en tout cas envisageable. Ça reste possible de l'envisager. D'ailleurs, c'est une thématique qui a été exploitée par la littérature. Et quand bien même on pourrait être certain que tout ça, ça existe, enfin qu'on ne soit jamais trompé par nos perceptions, il y a quand même une autre objection qui se pose. C'est-à-dire, prenez n'importe quel objet, je ne sais pas, que ce soit un stylo, une montre, une paire de lunettes, un panneau d'indication routier. C'est-à-dire que vous avez la croyance que ça existe parce que vous le voyez. Vous pouvez le toucher, vous pouvez... il y a plein de sensations qui y répondent. Par exemple, vous pouvez cogner dessus, ça fait un bruit. C'est-à-dire il y a des sensations qui sont cohérentes entre elles, mais simplement, qu'est-ce qui vous dit que ça continuerait à exister, que cet objet-là continuerait à exister
si vous ne le voyez pas, et si même personne ne le voyait. C'est-à-dire si absolument personne ne voyait ça. Par exemple, c'est pas, je pense que vous êtes toutes et tous persuadés qu'il existe un désert ou même des planètes lointaines qu'aucun être humain ou même aucun animal doté de sensations n'a vu ou ne voit. C'est-à-dire, vous êtes convaincu que ça existe, malgré tout, Mhm. même si personne n'est là pour ressentir ces objets. Et alors, comment à partir de toutes ces idées-là, on arrive à faire un sujet de doctorat? Bah, en fait, la philosophie, ça consisterait peut-être à se demander si cette croyance est fondée, ou à montrer au contraire pourquoi il serait plus raisonnable de l'abandonner. C'est-à-dire pourquoi, par exemple, vous y croyez. C'est-à-dire pourquoi vous croyez, par exemple, que telle planète existe, même si aucun animal, et encore à plus forte raison, aucun être humain n'était là pour la sentir. Est-ce que ça signifie qu'un objet matériel n'existe que s'il peut être perçu, c'est-à-dire s'il peut être vu, s'il peut être touché, s'il peut correspondre à des sensations auditives. Et donc cette problématique-là nous est amenée par Leibniz dans la philosophie? Alors, justement, puisque vous connaissez bien Descartes, je vous répondrai qu'elle est déjà posée par Descartes dans les méditations métaphysiques, notamment au début, puisqu'il s'agit pour Descartes de fonder une connaissance certaine, c'est-à-dire une connaissance qui soit entièrement soustraite au doute. C'est pourquoi Descartes commence par feindre, c'est-à-dire par faire semblant, que tout ce qu'il crut certainement vrai est en réalité faux, à commencer par les sensations, c'est-à-dire qu'elles peuvent parfois tromper. J'ai cité le cas du rêve, et de la même manière que si vous êtes vraiment rationnel, vous cessez de faire confiance à quelque chose ou quelqu'un qui vous trompe ne serait-ce qu'une seule fois. Et donc Descartes, de la même manière, va considérer que les sensations du monde extérieur sont fausses, et que ce qu'elles vont offrir ne constitue qu'un rêve. Par exemple, la pièce que j'ai autour de moi, pour reprendre cet exemple, le fait que je la vois en croyant qu'elle existe, c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé, enfin quelque chose qui ressemble à ce qui m'est déjà arrivé alors que je rêvais. Donc en bon cartésien, pour le coup, je considérais que cette perception est fausse. Alors, je vous mets quand même en garde, c'est que chez Descartes, c'est surtout un doute méthodique. Dire Descartes n'est pas du tout un sceptique, c'est-à-dire pour Descartes, la connaissance humaine n'est pas impossible. C'est plutôt une méthode que Descartes va adopter pour atteindre des connaissances certaines. Donc il va considérer certes que les corps sont bien réels, mais il va fonder sa certitude sur autre chose que sur la simple perception sensible. Et donc cette expérience de pensée que vous avez évoquée d'entrée de jeu, c'est celle du doute radical et hyperbolique. Ça s'apparente surtout à une question que pose Descartes, et non pas à une conclusion définitive. D'accord. Mais si Descartes s'est prononcé sur cette question, comment, à partir de Descartes, Leibniz s'est distingué de lui? Quel est l'apport de Leibniz sur cette problématique? Euh, En fait, c'est pas exactement là-dessus que porte mon sujet de thèse. En fait, je travaille vraiment sur Leibniz, mais le fait est que Descartes a influencé tout le XVIIe siècle, comme vous l'avez rappelé d'ailleurs en début d'émission. Euh, et tous ceux qui l'ont suivi ont en grande partie repris les problèmes qu'il a posés, et surtout la manière dont il les a posés. Alors c'est notamment le cas de Leibniz. Là, je réponds pas directement à votre question, je fais une petite digression, mais je vais en profiter pour vous dire quelques mots sur ce personnage. Oui, allez-y. Donc, Gottfried Wilhelm Leibniz a vécu après Descartes environ une soixantaine d'années après lui. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est l'équivalent de 2 générations. Il est né en 1646 et il est mort en 1716. Donc, ça doit peut-être vous évoquer les dates de vie du roi Louis XIV. Donc Leibniz était philosophe, mais de profession, il était diplomate, il était archiviste bibliothécaire, et il avait une formation de juriste. Il a également effectué, certes des travaux en philosophie donc, mais également en physique ou encore en mathématiques. D'ailleurs, sur les mathématiques, il est passé à postérité pour s'être disputé avec Newton sur l'invention du calcul infinitésimal. En un mot, c'est ce qu'on appelle un polymathe. Alors, sa particularité, c'est également qu'il a laissé derrière lui beaucoup de manuscrits conservés dans des archives. Des manuscrits desquels seule une petite partie est éditée aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai moi-même tenté de déchiffrer son écriture sur un manuscrit d'origine dans le cadre de mes propres recherches en doctorat. Alors, vous parlez d'un polymathe, moi je parlerais plutôt d'un génie, puisque je pense que c'est le terme quand on regarde ses apports à la philosophie, et surtout le calcul infinitésimal qui n'est pas un petit passage de l'histoire des mathématiques. Mais vous parlez de ces manuscrits et
je pense que on doit bien pouvoir trouver une réponse au problème que Descartes pose justement dans tous ses manuscrits à Leibniz. Bah, justement, en fait, étant donné en fait, l'abondance des textes qu'il a laissés, c'est souvent difficile d'avoir une certitude absolue sur les thèses qu'il défendait. D'ailleurs, c'est ce qui fait l'intérêt de s'engager dans des recherches sur Leibniz, mais c'est ce qui en fait également la difficulté. D'accord. Et donc justement, votre travail de doctorant, il est d'autant plus un travail de recherche que justement, Leibniz ne nous a pas laissé la vie facile avec ses manuscrits. Je vous le confirme. Mais quand même, on doit retenir des idées fortes, des thèses fortes et très nouvelles, c'est Leibniz. Je pense notamment à la célèbre monade qui doit parler à certains, la monade de Leibniz. Eh bien, quelle est-elle, cette monade? Et quel est le lien avec le problème de la matière que vous soulevez? Alors, le lien est assez indirect, mais bon, j'aurai le temps de vous l'expliquer. Là, pour vous dire en quelques mots, pour vous résumer un petit peu ce que c'est qu'une monade, la monade, c'est ce que Leibniz définit comme l'unité constitutive de tout ce qui existe. D'ailleurs, le terme de monade, alors que Leibniz utilise mais qu'il n'invente pas directement, signifie l'unité en grec. D'accord. Mais pour se repérer, c'est quoi le rapport entre le fait qu'on perçoit bien le réel et que ce qu'on perçoit est bien réel et l'unité en elle-même? Je veux dire, pourquoi introduire le nombre 1? Non pas parce que Leibniz est mathématicien, mais pour d'autres raisons qui seraient plus philosophiques. C'est que Leibniz va poser la question de la réalité des corps. Donc, il reprend ce problème-là à Descartes. Il pose le problème de la réalité des corps ou de la matière, mais il va la poser différemment que Descartes va la poser lui-même. Cette question, chez Leibniz, est liée à l'unité. Donc, je vais citer un texte assez précis, qui est la lettre qu'il adresse à Antoine Arnauld, qu'il rédige le 30 avril 1687. Et il écrit dans cette lettre qu'il tient presque pour une vérité première et fondamentale, la proposition selon laquelle il n'y a qu'un être qui soit véritablement un être. C'est-à-dire, parce que nous voilà bien avancé, qu'entend-il Leibniz en disant « il n'y a qu'un être qui soit véritablement un être » ? Alors, en vérité, c'est l'accent qui compte. En fait, il n'y a qu'un être, et là, l'accent est mis sur le 1, qui soit véritablement un être. Et là, l'accent, cette fois-ci, est mis sur l'être. En d'autres termes, ce qui a le plus d'unité a le plus d'être, ou le plus de réalité, si vous préférez. Et vous avez un exemple par rapport à ça, pour qu'on comprenne un peu mieux ? Alors, je vais donner un exemple qui est choisi par Leibniz. Un troupeau de moutons est moins réel que les moutons qu'il compose. Puisque s'il n'y avait pas de moutons pris individuellement, il n'y aurait pas ce troupeau de moutons qui sont plusieurs. Le troupeau de moutons, c'est un agrégat. En fait, c'est par convention, par communauté de langage qu'on dit un troupeau de moutons. Alors qu'en vérité, c'est surtout un mouton, plus un mouton, plus un mouton, plus un mouton, et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on ait compté tous les moutons sans s'endormir. En revanche, l'unité que constitue le mouton pris individuellement, elle est beaucoup plus fondée dans les choses. C'est-à-dire qu'il y a une solidarité des organes entre eux, il y a une vraie unité qui n'est plus conventionnelle, qui n'est pas relative à notre langage ou à nos perceptions. Juste pour rappel, excuse-moi. Allez-y. Vous écoutez Étonnant Non, un podcast original de Kairos sur Radio Campus, fréquence 99.5. Et pour relancer, justement avec votre intervention sur l'exemple du troupeau de moutons, est-ce qu'on n'est pas parti à côté de la question initiale ? Je rappelle qu'on a interrogé l'existence des corps matériels, et là, avec son exemple du troupeau de moutons, la question est plutôt de savoir si les corps sont bien réels. En fait, la question que va poser Leibniz, elle part de cette idée selon laquelle tous les corps sont étendus dans l'espace. C'est-à-dire que si vous prenez n'importe quel corps, ça a une extension en 3 dimensions. Donc par conséquent, en fait, chaque corps est divisible jusqu'à l'infini. C'est-à-dire que si vous prenez n'importe quelle parcelle de matière, vous remarquez qu'on peut la découper en plein d'autres parties, puisqu'elle est justement étendue en 3 dimensions. Ne serait-ce qu'avec une seule dimension. Je peux prendre une ligne et je peux la diviser, au moins en pensée, en lignes plus petites. Et ainsi de suite, jusqu'à l'infini.
Et donc à plus forte raison, on peut le faire pour tout ce qui est étendu en 3 dimensions, donc pour tout ce qui est étendu dans l'espace, donc Alors pour les corps. justement, avec aujourd'hui la physique moderne, est-ce qu'on peut pas dire que cette pensée selon laquelle tout est divisible à l'infini, elle n'a pas ses limites? Si on pense notamment à la question des atomes, des particules, des électrons, dont on dit aujourd'hui qu'ils sont insécables et qu'on ne peut pas subdiviser justement. Alors, je vous répondrai en deux temps en fait. Enfin, je prendrai en deux temps la réponse que Leibniz donnerait. C'est que d'une part, l'atome peut être divisé en plusieurs parties, au moins par la pensée. C'est-à-dire qu'on peut même donner le même raisonnement pour un électron. Si vous l'envisagez comme une entité étendue dans l'espace, vous pouvez toujours la diviser en plus petites parties. Et d'autre part, alors ça c'est vraiment spécifique à la pensée de Leibniz, enfin spécifique, c'est vraiment une réponse qui lui est propre, c'est qu'il refuse l'existence d'atomes. Alors ce qu'il envisage, et c'est un point sur lequel, assez curieusement, la physique contemporaine serait plus d'accord avec lui qu'avec ses adversaires théoriques. Ce qu'il envisage, c'est qu'il n'y a pas de parcelle de matière qu'on ne pourrait pas diviser, qui ne serait pas elle-même déjà divisée. Euh, alors, c'est-à-dire même les électrons, en fait, il aurait tendance à dire, ils sont eux-mêmes composés en particules plus petites. Et Leibniz va employer plusieurs arguments à ça, mais un de ceux que j'aimerais citer se trouve dans un cadre créationniste, un cadre métaphysique, théologique. C'est qu'en fait, il ne serait pas digne de la sagesse du créateur de la nature de s'être arrêté à une échelle en deçà de laquelle la matière ne serait pas divisible. En fait, c'est un petit peu comme si un artiste s'était arrêté en cours de route et n'avait pas exploré toutes les virtualités de son art. Donc c'est pour ça que pour Leibniz, c'est pas... Il n'y a pas de parcelle de matière qui serait entièrement indivisée. Et donc Leibniz va affirmer à l'inverse que la matière est actuellement divisée à l'infini. C'est-à-dire que vous prenez n'importe quel corps, ce corps est lui-même subdivisé en plus petits corps, et ainsi de suite, et jusqu'à l'infini. C'est-à-dire qu'une expérience d'ailleurs qui a marqué Leibniz, qui était relativement nouvelle à son époque, c'était dû à l'invention du microscope. Et notamment les expériences menées par le savant néerlandais Leeuwenhoek. Et les expériences que Leeuwenhoek a conduites au microscope ont permis de voir par exemple que dans une simple goutte d'eau poivrée, il y avait plusieurs organismes que l'être humain ne pouvait même pas voir à l'œil nu. Donc même une parcelle de matière qui paraît uniforme, en réalité elle est composée. Elle a une complexité dont on ne se doutait pas à première vue. Et pourquoi? Ça c'est ce que pense Leibniz, peut-être sans l'avoir explicité sous ces termes, mais pourquoi y aurait-il une limite d'échelle dans cette subdivision des parties de la matière à l'infini? Donc c'est pour vous dire qu'en fait, pour Leibniz, dans la matière, il n'y a pas de partie indivise, il n'y a pas d'unité indivise. Entendu. Mais justement, ce petit détour par la métaphysique de Leibniz me permet de revenir à une question qu'on se posait au début, à savoir celle de l'unité de la réalité. Euh, Où trouve-t-on l'unité justement dans une matière corporelle qui, comme il le dit, se compose elle-même en plusieurs corps et ainsi de suite à l'infini? Où se trouvent donc les unités dans une nature qui n'a pas de corps ou qui a un corps qui semble un? Pas de corps qui semble un, en effet. Et justement, ces unités ne sont pas matérielles. En tout cas, ce ne sont pas des unités corporelles. Et c'est justement ainsi que Leibniz parle des fameuses monades que vous avez D'accord. évoquées tout à l'heure. C'est-à-dire que les monades ne sont pas matérielles, ne sont pas corporelles. En d'autres termes, elles ne sont pas étendues dans l'espace. Et donc, les vraies unités que Leibniz se place au rang premier de la réalité, ces unités, elles sont à l'extérieur de la matière. Et donc, ce sont des monades qui seraient plutôt à penser sur le modèle des âmes. D'ailleurs, Leibniz les compare au moi. Alors, ça veut dire qu'elles ont une perception du monde extérieur, donc elles sont dotées de perception, d'une part, et d'autre part, de ce que Leibniz appelle l'appétition, une appétition. C'est-à-dire un principe qui va leur permettre de passer d'une perception à l'autre. Alors, à noter d'ailleurs, les monades ne sont pas limitées aux êtres humains. C'est-à-dire qu'il y a des monades qui ont une perception, mais sans nécessairement en avoir conscience. Les Leibniz pensent à d'autres créatures, à des animaux, voire même à des monades sans sensation comme le seraient les animaux.
Et un des arguments que Leibniz donne est que même lorsqu'on dort, on peut percevoir sans apercevoir. Par exemple, quand on dort, on continue à percevoir des sons à l'extérieur, sans quoi on ne pourrait pas être réveillé par du bruit, par exemple. Ou de la même manière, ça c'est un exemple assez classique, quand vous entendez le bruit de la mer, vous ne distinguez pas le bruit de chaque vague. C'est-à-dire que vous n'avez pas conscience du bruit de chaque vague, et pourtant, vous le percevez, sinon vous ne percevriez pas le bruit de la mer. Donc c'est une perception dont il n'y a pas d'aperception, pas de conscience réfléchie. Et donc la monade elle a des perceptions, mais ces perceptions ne sont pas nécessairement des perceptions conscientes. Et donc, envisager les monades comme des centres de perception, c'est surtout pas pour Leibniz limiter ces monades aux êtres humains ou même aux êtres rationnels. En tout cas, il y a des monades qui sont au fondement de la réalité, et celles-ci se caractérisent par une forme de pensée. Ça, c'est central en fait. Ces unités, elles sont à penser sur le modèle psychologique. J'avais juste une question. Moi, depuis le début qu'on parle de Leibniz, j'ai un penseur en tête, c'est Berkeley, Ouais. penseur de l'idéalisme absolu, comme on aime dire, qui nous dit, en gros, avec sa célèbre formule, que tout être n'existe qu'en tant qu'il est perçu, essai et percipi. Et justement, c'est la monade qui refuse cette identification à Berkeley, étant donné qu'il définit les monades comme centre de perception et non pas l'homme lui-même. Bah, c'est-à-dire que les monades, c'est pas ce qui est perçu, mais ce qui perçoit. Peut-être la différence entre Leibniz et Berkeley, Elle est là, oui. c'est peut-être ça en fait. C'est que les monades, ce sont des réalités, mais ce sont également des centres de perception. Ce sont des sujets de la perception et pas des objets de perception, Je vois. si vous me passez... Après, toute la question, c'est celle, une fois de plus, des corps, en fait. Oui, je vois. Mais donc, pour revenir à cette expérience de pensée du rêve, dont on avait parlé au début avec Descartes, on voit ce que Leibniz ajoute à Descartes. Parce qu'il dit que non seulement nos perceptions des corps extérieurs ressemblent à un rêve, mais en plus, la matière elle-même n'est pas réelle, puisqu'elle n'a pas d'unité par elle-même, mais seulement en tant qu'elle est perçue. Donc, en quelque sorte, Leibniz appliquerait à la matière ce que Berkeley applique C'est ça. à tous les êtres. C'est du Berkeley décentré. Euh, En un sens, ça peut être lu de cette manière-là. Alors, déjà, en fait, il faut quand même savoir ce que c'est que la matière. Et ici, en fait, on en parle comme l'ensemble des corps, c'est-à-dire, vous remarquez qu'il n'est pas fait la distinction entre la matière et les corps. Cependant, il y a une distinction à faire, mais qui reviendrait plus tard. Mais surtout, en fait, ce qu'il faut quand même garder à l'esprit, c'est que les corps extérieurs, pour Leibniz, ne sont pas nécessairement... ils ne sont pas nécessairement déterminés comme des objets de perception, comme des illusions, mais plutôt comme des phénomènes. Oui, c'est ça, parce qu'on pourrait se dire que c'est une illusion finalement le troupeau de moutons. En tant il semble n'être relatif qu'à notre perception, donc le troupeau de moutons, et donc oui, ça apparaît comme une illusion finalement. Ça Alors, perd de sa réalité. pour le troupeau de moutons ou pour les corps en général? Pour l'exemple du troupeau de moutons, mais pour les corps en général, quand on les saisit comme unité. En fait, ce sont des phénomènes. Ce ne sont pas des illusions, ce sont plutôt des phénomènes. Alors, qu'est-ce que c'est que le phénomène? Déjà, le troupeau de moutons, il existe parce qu'il y a des moutons. Les moutons, ils sont bien là, ils existent bien. Et en fait, le phénomène, pour vous le définir, c'est quelque chose qui existe pour un observateur. Et l'exemple que Leibniz prend, un exemple récurrent, c'est celui de l'arc-en-ciel. Et l'exemple, il m'intéresse pour une raison assez particulière. C'est qu'à l'époque de Leibniz, déjà, l'exemple est assez classique. L'exemple de l'arc-en-ciel est classique. Et il sert à illustrer ce qu'est un phénomène, c'est-à-dire ce qui a une existence pour un observateur. Et ce qui, en un sens, n'a d'existence que pour l'observateur. C'est que dans la réalité, vous avez en effet une multitude de gouttes d'eau, éclairées d'un certain angle par le soleil, observées à une certaine distance, et uniquement à ces conditions, le spectre de couleur fait son apparition. C'est-à-dire c'est uniquement d'un point de vue particulier qu'on voit le spectre de couleur et l'arc-en-ciel. Voilà,
En général, quand on cherche le trésor au pied de l'arc-en-ciel, on échoue à voir où se trouve vraiment l'arc-en-ciel, puisque l'arc-en-ciel apparaît sur un certain point de vue, d'un certain point de vue, pardon, à une certaine distance, et pour un observateur. Et en réalité, il y a quand même des gouttes d'eau et des rayons de soleil. Donc l'arc-en-ciel n'est pas une illusion, mais c'est un phénomène. Où veut en venir Leibniz avec cette idée? Eh ben, c'est-à-dire que l'arc-en-ciel n'a d'existence que pour un observateur, qu'à un certain point de vue, mais l'arc-en-ciel est quand même fondé objectivement, enfin l'apparition est quand même fondée objectivement dans les gouttes d'eau et leur disposition. C'est-à-dire que personne n'aurait l'idée de qualifier l'arc-en-ciel de simple illusion ou de simple perception produite par l'esprit. D'accord. Mais c'est-à-dire que ce faisant, Leibniz est en train de nous proposer un modèle selon lequel il faudrait concevoir les corps matériels tels qu'on les expérimente, étendus dans l'espace. Euh, En un sens, oui. C'est-à-dire que ça signifie que dans la nature, même si les monades ont plus de réalité, puisque plus d'unité, il y a quelque chose qui peut rendre raison du fait qu'on perçoit les corps étendus dans l'espace. Et quel est ce quelque chose justement? Parce que c'est bizarre d'appliquer ce raisonnement au corps en général. Pour revenir à l'exemple de l'arc-en-ciel par exemple, on comprend bien que ce qui est au fondement de l'apparition, ce sont les gouttes. Parce qu'il n'y a pas d'arc-en-ciel sans les gouttes. Mais pour les corps en général, de quoi s'agit-il justement pour Leibniz? Eh ben, Leibniz parle de force. C'est-à-dire il y a une force qui est inhérente au corps. Alors pour donner encore une définition, la force, en fait, c'est un principe qui va expliquer les changements. C'est-à-dire que lorsqu'un changement a lieu, c'est qu'une force s'exerce. Et donc pour expliquer les changements dans les corps, Leibniz emploie l'expression de force dérivative. C'est-à-dire que c'est un type de force qui est spécifique au corps, qui n'est pas spécifique aux esprits et qui n'est pas rattaché directement aux monades. Et donc Leibniz parle de force dérivative qui l'oppose à la force primitive qui en revanche va être rattachée à la monade directement et elle va constituer ce principe du passage d'une perception à l'autre. La force primitive, c'est celle qui va expliquer du changement dans mes pensées. Et il y a une force dérivative qui va en revanche va s'appliquer au corps. Alors, les corps, comme je vous dis, ont la particularité et le point commun d'être étendus dans l'espace. Et donc cette force doit rendre compte des changements dans ces corps. Or, les changements qu'il y a dans les corps qui ne se définissent que par leur situation dans l'espace, ces changements consistent dans le fait qu'un corps change de place par rapport à un autre corps. C'est ce qu'on appelle en philosophie le mouvement local, c'est-à-dire le changement de lieu. Et la force dérivative, ce que l'ami s'appelle la force dérivative dans les corps, c'est ce qui explique que le corps change de place par rapport aux autres corps. Rappelons-le, nous sommes bien sur Étonnant Non, votre rendez-vous Kairos sur Radio Campus 99.5. Alors justement, pour relancer, j'ai deux questions qui s'imposent. Vous parliez d'une force primitive, celle qui explique le passage d'une perception à l'autre. Pourquoi est-ce qu'elle est décrite comme une force interne à la monade ou à l'âme? Par exemple, quand je vois un stylo sur une table et que juste après je ne le vois plus, ce n'est pas une force interne à mon esprit qui explique ce changement, mais plutôt le fait que le stylo a changé de place justement. C'est assez curieux d'expliquer le passage d'une perception à l'autre uniquement par des changements décrits de manière comme interne. Leibniz vous répondrez que c'est curieux de vouloir expliquer des états de fait qui relèvent de la pensée, c'est-à-dire les diverses perceptions en votre âme, d'expliquer ces états de la pensée par des états de fait qui relèvent des corps étendus. C'est-à-dire, là, vous parliez de la localisation du stylo auquel vous semblez tant tenir. La pensée n'est pas étendue dans l'espace. Et les objets situés dans l'espace, donc à l'exemple de votre stylo, ils ne pensent pas. Donc comment est-ce que vous expliqueriez un changement qui a lieu dans votre âme uniquement par des situations de corps extérieurs à vous? Et ça, ça répond au problème qui est celui qui est posé depuis Descartes en réalité, qui est le problème de l'interaction entre le corps et l'esprit, entre les corps étendus et l'esprit qui pense. Et toute monade, toute monade qui est envisagée comme un centre de perception et de représentation, contient d'elle-même le principe de ces changements. Ça, c'est ce que s'explique Leibniz, et c'est ce que
c'est que c'est la manière dont Leibniz répond au problème de l'interaction du corps et de l'esprit. Enfin, un problème qui est laissé en suspens par Descartes, c'est-à-dire comment des corps extérieurs étendus peuvent expliquer ce qui a lieu dans ma pensée. Et inversement, comment ma pensée peut expliquer des changements extérieurs par l'action de la volonté, par exemple. Et ça, c'est la monade et les propriétés que Leibniz lui attribue, qui contient elle-même le principe de ces changements, c'est une manière de répondre à ce problème-là. Alors, ma deuxième question, c'était la suivante. Un corps qui est en mouvement pour Leibniz, c'est bien un corps qui change de lieu. Oui. Mais pour Leibniz, le mouvement, est-ce que ça renvoie à un changement? Est-ce que le mouvement lui-même, c'est un changement? Je veux dire, quand on a vite fait de voir une objection, quand on regarde la physique elle-même, qui nous apprend qu'il y a des mouvements comme le mouvement en ligne droite et à vitesse constante, le mouvement rectiligne et le mouvement uniforme, qui ne sont pas des changements, mais des états à part entière. C'est, semble-t-il, ce que désigne le principe d'inertie que Descartes avait posé, et Galilée avant un peu. Un mouvement uniforme en ligne droite aura besoin d'une force pour l'arrêter. C'est à peu près que ça semble dire. Alors que si pour Leibniz, le corps en mouvement change, par définition, il faut au contraire une force pour qu'il soit en mouvement et une force pour que le mouvement s'arrête. Du coup, est-ce que cela veut dire que Leibniz ne tenait pas compte du principe d'inertie qui était connu à son époque, ou est-ce qu'il l'ignorait? Alors, c'est une très bonne question. C'est vraiment une question fondamentale, puisqu'en effet, la force comme productrice de mouvement entre en contradiction avec le principe d'inertie. C'est-à-dire que ce qu'implique le principe d'inertie, comme vous avez dit, c'est que le mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire le mouvement en ligne droite à vitesse constante, ce mouvement, en fait, ce n'est pas un changement, mais un état à part entière. Ça, c'est ce que sous-entend le principe d'inertie. Et précisément, Leibniz n'adhère pas à cette idée. Alors, à son époque, en effet, comme vous l'avez dit, il était connu. Vous l'avez mentionné, Descartes l'avait formulé. Alors Galilée, ce qu'on veut savoir, est-ce qu'il l'avait vraiment formulé ou il y en avait juste l'intuition? C'est un autre problème. Mais également, on peut penser à Newton. Rappelez-vous, Leibniz l'avait bien connu, s'était même disputé avec. Et Newton en a fait un des premiers principes de sa physique. Donc Leibniz n'ignorait pas le principe d'inertie tel qu'il est formulé par Descartes. Mais il le refuse. Et d'ailleurs, lorsqu'il emploie le terme d'inertie, il reprend la définition non pas à Newton, mais à Kepler. C'est-à-dire que pour Leibniz, comme pour Kepler, l'inertie, c'est la répugnance au mouvement. C'est-à-dire que pour Leibniz, le mouvement, c'est un changement, c'est-à-dire la modification d'un état. Et pour qu'un corps soit en mouvement, il faut qu'une force s'exerce sur lui, parce que son état le plus naturel, c'est d'être en repos. Et d'ailleurs, il n'est pas tout à fait exact de dire, comme vous l'aviez suggéré, qu'il faudrait une force pour que le corps en mouvement s'arrête. C'est-à-dire qu'en droit, si la force qui met le corps en mouvement s'épuise, le corps s'arrête. C'est-à-dire que le repos est en quelque sorte plus naturel pour un corps que le mouvement. D'ailleurs, vous ne m'avez pas demandé, enfin, c'est une question que vous ne m'avez pas encore posée, mais je l'anticipe un petit peu, c'est pourquoi je travaillais sur le concept de matière et pas sur les corps. En effet, c'est vrai que c'est de la matière dont nous essayons d'élucider le mystère. Alors pourquoi, Monsieur Caillé, vous traitez cette question de la matière et non pas cette question des corps qui semble être abondamment abordée par Leibniz? En vérité, Leibniz emploie un concept, un vocable, celui de matière première. Ce qu'il désigne comme une matière première, c'est le principe qui va résister au changement. Et c'est ce qui fait qu'il faut une certaine force pour mettre un corps en mouvement. C'est-à-dire la matière première, c'est ce qui va expliquer la répugnance des corps au mouvement. Alors ce principe va également désigner la tardiveté qui va faire passer une monade percevante d'une perception à l'autre. En fait, la matière première, c'est tout ce qui va résister au changement. Et dans les corps, c'est ce qui va résister au mouvement. C'est la masse qui va résister au mouvement. Quant à la matière seconde, je vais résumer ça en quelques mots. Bien évidemment, c'est sans doute plus complexe, mais j'irai à l'essentiel, ce sont simplement les corps étendus. Mais je reviens sur le terme de matière première. C'est-à-dire qu'elle désigne ce sur quoi s'exerce la force dans les corps. Donc elle est reliée au fait que Leibniz va attribuer au corps une force qui lui est inhérente, et c'est une force qui est de
passez-moi l'expression, de bouger tout simplement. C'est-à-dire que c'est une force qui se manifeste par du mouvement local et par des changements de lieu. C'est pour ça que le concept de matière, tel que Leibniz le désigne comme matière première, et qui va élaborer, ce concept va donner au corps une réalité propre qui est au-delà de nos représentations, au-delà de nos perceptions. D'accord. Et puisque vous parlez des manuscrits et des textes de Leibniz qui sont en si grand nombre, je pense que, j'imagine en tout cas que dans votre travail de doctorat, vous en avez commenté pas mal, mais pas en intégralité, je pense. Du coup, il doit y avoir des passages de l'œuvre de Leibniz que vous privilégiez dans votre travail de recherche. Ben, en lisant un manuscrit de Leibniz qui m'intéresse particulièrement, enfin, c'est un texte qu'il a publié mais dont il reste le manuscrit et les brouillons, donc avec tous les ajouts dans la marge, les ratures qu'il a pu effectuer. Donc un texte qui a été rédigé en 1895. C'est un texte sur lequel j'ai beaucoup porté mon propos, qui est intitulé Le Specimen Dynamicum, ou échantillon de dynamique. Et donc en fait, c'est dans ce texte-là, grâce à l'étude des manuscrits, que j'ai pu dater, enfin très modestement, j'ai formulé l'hypothèse d'une datation de l'apparition de ces deux concepts, c'est-à-dire d'une part la définition de la matière comme une répugnance des corps au mouvement, et d'autre part l'existence d'un concept propre de force dérivative, c'est-à-dire d'une force spécifique au corps. Et donc en fait c'est à l'occasion de cet opuscule, que si je me rappelle plus si je l'ai présenté, c'est le Specimen Dynamicum, ou échantillon de dynamique. Et c'est dans ce texte que pour la première fois, à mon avis, à mon sens, Leibniz va définir la matière comme une résistance au mouvement, et qu'il emploie l'expression de force dérivative. Alors ça, pour le coup, si vous me passez un petit peu d'autopromotion, c'est un article à sujet que j'ai signé qui doit paraître en début 2026 à la Revue internationale de philosophie, où je détaille en quelque sorte cette généalogie historique d'apparition des concepts. Mais en réalité, c'est ce que je cherche à articuler. C'est-à-dire, d'une part, la conception de la matière comme une passivité, comme une résistance au mouvement, une répugnance au mouvement, et d'autre part, le fait qu'il y a une force dans les corps qui font leur réalité. Et derrière, il y a tout un débat d'interprétation. Puisque bon, ça fait aussi partie de mon travail de thèse, c'est de me placer aussi dans un débat d'interprétation sur Leibniz. C'est que certains commentateurs ont estimé que, puisque Leibniz faisait des monades douées de perception les seuls fondements de la réalité, alors pour Leibniz, les corps n'étaient que des représentations bien fondées ou bien réglées, plutôt bien réglées que bien fondées d'ailleurs, et qu'il fallait plutôt comparer l'expérience qu'on a du monde extérieur à un songe, à un vaste songe bien réglé, qu'à des arcs-en-ciel. Et donc c'est ce qu'on a appelé notamment la lecture idéaliste de Leibniz, qui a été assez populaire aux États-Unis, qui l'est encore. Et c'est une lecture de laquelle je prends en partie le contre-pied. Et d'ailleurs, un des arguments à l'appui de cette lecture, c'est que Leibniz adopte une vision idéaliste des corps à mesure qu'il développerait le concept de monade, c'est-à-dire les seules réalités ou les réalités suprêmes, ce sont des réalités percevantes, à penser sur le modèle de l'âme. Et donc, ce serait en quelque sorte à l'occasion du développement du concept de monade que Leibniz deviendrait de plus en plus idéaliste. Or, il est justement attesté que c'est autour de 1695 qu'il commence à employer le terme de monade, à la définir comme une substance simple. Et de mon côté, je prendrais le contre-pied de cette interprétation. Puisque de manière presque contemporaine à la monade, il me semble que Leibniz va donner au corps une réalité à part entière. Car en eux, il existe une force, et une force qui produit du mouvement. Mais même s'il développe ses idées de manière contemporaine à la monade, comme vous dites, est-ce que, en quelque sorte, sa conception de la matière ou des corps, elle n'est pas subordonnée à sa pensée, on va dire, métaphysique de ce que c'est que la monade? Bien sûr, oui. Si, bien sûr. Justement, les deux peuvent être articulés, même si, de fait, il y a des difficultés à articuler les deux notions. C'est-à-dire, Leibniz étant un polymathe, il y a beaucoup de textes différents dans lesquels il aborde des problèmes dans des contextes différents, par exemple les forces physiques des corps, d'autre part les monades, ce qui est substantiel, et voir comment articuler les deux. Il y a plein de contextes différents dans lesquels il écrit.
Évidemment, il y a une difficulté d'interprétation, une difficulté d'articulation pardon, entre les différentes idées, mais ça n'empêche pas qu'en effet, la conception qu'il développe des corps reste, à mon sens, solidaire de la conception qu'il développe des monades. Mais justement, vous parlez de textes, des textes différents de Leibniz. Alors pour revenir à l'œuvre de Leibniz, il doit y avoir des ouvrages qui vous intéressent plus que d'autres, notamment dans l'œuvre publiée de Leibniz. J'ai à côté de moi la monadologie, on parle de monade depuis un certain temps. Je pense que vous devez également travailler avec ces genres de textes. Et aussi ma question était, quelle est la place des manuscrits de Leibniz que vous travaillez en tant que doctorant par rapport aux œuvres qui sont publiées et auxquelles on a tous accès? Eh bien, alors pour les manuscrits, comme vous l'avez dit, j'ai un petit peu exhumé un manuscrit d'un texte qu'il avait par ailleurs publié. Donc le texte est disponible en version imprimée, mais le manuscrit est également disponible. Pour ma part, je travaille beaucoup sur des textes qui sont publiés mais pas nécessairement traduits ou pas nécessairement bien commentés. Les manuscrits, alors dans la mesure où je fais un doctorat en philosophie et pas en études de texte, en codicologie, je limite quand même mon étude des manuscrits. Je travaille beaucoup sur des œuvres qui sont publiées, même si c'est des œuvres parfois un peu plus secondaires. La monadologie, c'est un ouvrage qui est fait l'objet de publications séparées. Il faut savoir que Leibniz a été édité avec des gros volumes d'œuvres complètes, avec des petits opuscules que peu de gens vont s'embêter à les lire. Donc c'est-à-dire qu'il y a toute cette richesse, même parmi les œuvres publiées, sur ce qui n'est pas nécessairement commenté. Alors concernant la monadologie, évidemment, ça fait partie de mon corpus. Je travaille aussi sur ce texte-là, ça fait partie des textes que je cite. Évidemment, ça me paraîtrait peut-être une forme de snobisme que de passer à côté de textes que Leibniz lui-même avait considérés comme importants, car résumant l'ensemble de son système dans le cas de la monadologie. Merci. Nous arrivons au terme de ce premier numéro d'Étonnant Nom. Je tiens à remercier chaleureusement mes invités, Arthur Caillé et Lénie, pour cet échange passionnant et éclairant. Merci à vous deux pour votre clarté. Merci également à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été si nombreux à nous suivre pour ce lancement sur Radio Campus Tours. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain à la même heure pour un nouveau numéro d'Étonnant Nom. D'ici là, vous pouvez retrouver la rediffusion de cet épisode sur le site de Radio Campus Tours. Vous pouvez également nous suivre sur YouTube et Spotify. À très bientôt.